Vous connaissez cette nuit où tout semble impeccable, le cristal brille sous les lustres et la musique classique tente de dissimuler le bruit de la cupidité, mais où quelque chose de pourri se cache juste sous le vernis du luxe. C'est exactement cette nuit-là que Jamal Rivers est entré dans le grand salon du Hilton, non pas comme un roi annonçant son arrivée, mais comme un fantôme portant un simple costume bleu marine et une montre qui ne hurlait pas son prix. Il marchait avec la tranquillité de celui qui n'a rien à prouver à personne, mais dans cet écosystème de prédateurs en smoking et robes à paillettes, la simplicité est vue comme un affront, une invitation à l'attaque. La sécurité l'avait déjà bloqué à l'entrée, le jugeant sur son apparence, et maintenant, à l'intérieur du salon, les regards de mépris le suivaient comme des mouches. Personne ne savait que cet homme silencieux, qui buvait de l'eau minérale dans un coin, était la seule raison pour laquelle cette fête existait. Sur les écrans géants, le logo de la Hale Quantum Systems tournait sans cesse, célébrant un accord historique de 800 millions de dollars avec un investisseur mystère. L'ironie était un poison doux. Il trinquait à son argent tout en faisant la grimace devant sa présence. Avant de voir comment la coupe de l'arrogance va déborder et souiller à jamais le destin de ces fous, je vous invite à vous abonner maintenant à la chaîne Tournant de la vie. Rejoignez-nous, car la justice, quand elle est servie froide, a un goût inoubliable. La tension qui planait dans l'air comme de l'électricité statique a trouvé son paratonnerre quand Vanessa Hale, l'épouse du PDG, a glissé à travers le salon dans sa robe dorée, brillant comme une fausse idole. À côté d'elle, Richard Hale, le visage de l'entreprise, exhalait la confiance fragile de celui qui a bâti un empire sur des sables mouvants. Ils ont aperçu Jamal debout près d'une colonne et, dans leurs esprits intoxiqués par le statut, la conclusion fut immédiate et paresseuse. Il ne pouvait être qu'un employé déplacé ou un intrus. « Hé, toi !» a appelé Richard, claquant des doigts comme on appelle un chien, le sourire forcé cachant mal le dédain. « L'entrée de service est de l'autre côté. Soit tu es là pour nettoyer, soit pour servir. » Vanessa n'a pas attendu de réponse. Elle a pris un verre de vin rouge sur un plateau qui passait et l'a poussé contre la poitrine de Jamal. « Si tu ne sors pas, sois utile. Apporte ça à la table 3. » Jamal n'a pas bougé. Ses yeux étaient deux lacs profonds de calme absolu. Il n'a pas pris le verre. Devant ce refus silencieux, l'ego de Richard s'est fracturé. « Tu es sourd ou stupide ?» a grogné le PDG, élevant la voix pour que l'élite autour puisse témoigner de son pouvoir. D'un geste théâtral et cruel, Richard a renversé le verre. Le vin sombre et chaud a trempé le costume bleu de Jamal, coulant comme du sang, tachant la chemise blanche et goûtant sur le tapis perçant. Le salon s'est tu. L'odeur alcoolisée de l'humiliation a rempli l'air. Jamal n'a pas crié, n'a pas poussé. Il a simplement passé 2 doigts sur son visage mouillé, essuyant une goutte de vin avec une dignité qui a fait trembler l'âme de Richard sans qu'il sache pourquoi. Le choc initial de l'assemblée a laissé place à un bourdonnement de murmures venimeux, tandis que les caméras des téléphones, comme des yeux numériques affamés de malheur, se levaient pour enregistrer le moment. Vanessa a lâché un rire, cristallin et cruel, disant assez fort pour être entendu « Peut-être que maintenant il apprendra sa place. Le service de nettoyage est au sous-sol, chérie. » Mais Jamal ne leur a pas donné le plaisir de la colère. Il n'a pas serré les poings, n'a pas crié d'insultes, ni exigé réparation. Avec un calme qui frisait le surnaturel, il a seulement ajusté la manche de sa veste trempée, a redressé sa posture et a tourné le dos. Il a marché vers la sortie à pas lents et mesuré, le son de ses chaussures sur le marbre résonnant comme le compte à rebours d'une bombe à retardement. Un serveur, arrêté près de la porte avec un plateau tremblant, a chuchoté à un collègue en voyant cet homme passer. « Tu as vu comment il marche ? Il ne marche pas comme quelqu'un qu'on a chassé. Il marche comme s'il était le propriétaire de tout l'immeuble. » Mais personne d'autre n'a entendu. L'élite était trop occupée à rire de la tache de vin, aveugle à la tâche bien plus grande qui venait de s'étendre sur leur propre réputation. Dans le couloir extérieur, l'air était plus frais et le silence offrait un refuge contre la pourriture dorée de la salle de bal. Jamal ne s'est pas arrêté pour nettoyer ses vêtements. La tache de vin était maintenant un reçu de guerre. Il a plongé la main dans sa poche, a sorti son téléphone et la lumière de l'écran a illuminé son visage impassible dans la pénombre. Ses doigts n'ont pas tremblé en composant le numéro de son équipe juridique d'élite. L'appel a été pris à la première sonnerie. « Monsieur Rivers ?» a demandé la voix anxieuse à l'autre bout. «
Jamal n'a pas gaspillé de mots. Sa voix était basse, plate et létale. Annuler l'accord, bloquer tous les canaux bancaires, annoncer le retrait immédiatement. De l'autre côté, il y eut une seconde d'hésitation, choquée, suivie d'un « bien reçu, monsieur, militaire ». Jamal a raccroché et est entré dans l'ascenseur. Alors que les portes en métal se refermaient, l'isolant de la fête, il a vu son reflet dans le miroir. Un homme sali par du vin bon marché, mais qui venait d'incinérer 800 millions de dollars avec une seule phrase. La musique à l'intérieur continuait de jouer, mais l'orchestre du Titanic a aussi joué jusqu'à la fin. Il ne savait simplement pas encore que l'iceberg avait déjà déchiré la coque. L'ascenseur est descendu doucement, un cocon de silence blindé, tandis que Jamal desserrait légèrement sa cravate tachée, l'odeur acide du vin imprégnant encore le tissu coûteux. Quand les portes se sont ouvertes dans le hall principal, le monde continuait de tourner, étranger à la tempête qui se formait dans les serveurs bancaires mondiaux. Un couple élégant, attendant pour monter, a reculé en voyant l'état de ses vêtements. La femme a chuchoté quelque chose sur les ivrognes bagarreurs, mais le mari, au regard plus aiguisé, a remarqué la posture de Jamal et a fait taire sa femme d'une main sur le bras. « Personne ne marche comme ça après avoir perdu », a-t-il murmuré, sentant le poids inexplicable de cette présence. Jamal a traversé le hall sans accélérer le pas, ignorant les regards curieux des clients et des employés. Dehors, la nuit l'a accueilli avec une brise fraîche qui semblait nettoyer ses poumons. Le voiturier a couru pour apporter sa voiture, mais Jamal a levé la main dans un geste simple de renvoi. « Je vais marcher », a-t-il dit. Il préférait sentir le sol ferme sous ses pieds pendant que le château de cartes de Richard Hale s'effondrait. Dans son dos, il s'est fondu dans le trottoir, juste un homme de plus dans la ville, tandis que la première pièce du domino commençait à tomber là-haut. À l'intérieur de la salle de bal, la catastrophe n'est pas arrivée avec une explosion, mais avec un silence numérique soudain et terrifiant. La musique douce du quatuor à cordes a été subitement coupée par un son strident de Larsen dans les micros et les écrans géants qui affichaient le logo triomphant de Hale Quantum Systems ont clignoté une fois, deux fois, puis sont devenus noirs. Le maître de cérémonie, le sourire figé de celui qui réalise que le script est fini, a tapoté le micro, confus. Richard Hale, tenant toujours sa coupe de champagne comme un sceptre royal, a froncé les sourcils, irrité par la panne technique. Mais alors le son a changé. Ce n'était plus de la musique, c'était le bourdonnement collectif de 200 téléphones vibrants et bipant presque simultanément. Le son des notifications de vente urgente, alerte marché, moi ces dernières minutes, a rempli le salon comme un essaim de criquets électroniques. Un cadre supérieur, pâle comme un linge, a couru jusqu'à la table de Richard, tenant une tablette avec des mains tremblantes. « Monsieur, » a-t-il balbutié, « la signature a été suspendue. Les fonds ont disparu. » Richard a ri, un rire nerveux et incrédule. « Impossible. Qui a donné cet ordre ?» Le cadre a avalé sa salive, regardant l'homme qui venait de jeter du vin sur son propre destin. « L'ordre est venu d'en haut, monsieur, du propriétaire du capital. »« Qui est le propriétaire du capital ?» a crié Richard, la sueur commençant à dissoudre le maquillage de son arrogance, la voix défaillante pour la première fois depuis des années. Mais la réponse n'est pas venue de mots chuchotés par des cadres, elle est venue de pixels brillants dans les mains de ceux qu'il méprisait. Un murmure terrifié a balayé le salon comme une vague de froid polaire. Près du bar, une jeune influenceuse qui quelques minutes plus tôt avait filmé l'incident du vin pour ses stories en trouvant ça drôle, fixait maintenant l'écran de son téléphone avec les yeux écarquillés de panique absolue. « Mon Dieu !» a-t-elle chuchoté. Mais dans le silence mortel du salon, cela a sonné comme un cri de guerre. L'homme au vin, ce n'est pas un employé, c'est Jamal Rivers. Elle a tourné l'écran vers le groupe autour et l'image s'est répandue comme un virus. À côté de la vidéo, humiliante de Richard versant du merlot sur le costume bleu, il y avait une photo de couverture du magazine Forbes. Jamal Rivers, président de Capital Holdings, le seul homme ayant assez de liquidité pour signer ce chèque de 800 millions. La révélation a frappé Richard comme un coup de poing physique dans l'estomac. La coupe de champagne, symbole de son triomphe prématuré, a glissé de ses doigts engourdis et s'est brisée au sol, éparpillant des éclats de verre qui brillaient comme les fragments de son avenir détruit. Sur les écrans principaux, le logo doré de l'entreprise a clignoté et est mort, remplacé par une seule ligne de texte en rouge sang, brillant avec la froideur d'une sentence de mort,
contrat résilié, violation de clause de conduite. Le terme juridique était impersonnel, mais le message était d'une intimité dévastatrice. Vanessa, pâle comme un fantôme, a saisi le bras de son mari avec tant de force que ses ongles ont déchiré le tissu du smoking italien. « Répare ça, Richard. Appelle-le maintenant », a-t-elle sifflé, mais sa voix tremblait avec la certitude de la fin. Autour d'eux, la loyauté de l'élite sociale s'est évaporée. Personne ne voulait être vu près des cadavres financiers radioactifs. Les investisseurs sortèrent leur téléphone, criant des ordres de vente désespérés à des courtiers à Tokyo et Londres. Des partenaires commerciaux déchiraient des cartes de visite et couraient vers les sorties. La salle de bal, autrefois temple, d'adoration de l'ego des Halles, s'est transformée instantanément en une cage de désespoir. Avant de témoigner du coup final, quand les Halles devront ravaler leur orgueil et ramper jusqu'à la porte de celui qu'ils ont humilié, je vous demande, que feriez-vous si vous découvriez que vous avez frappé la seule main qui vous nourrissait? Laissez un « j'aime » maintenant si vous êtes d'accord que l'humilité doit être la première loi de toute affaire, et préparez-vous, car l'aube apportera une leçon qu'aucun argent ne peut payer. La sortie de l'hôtel fut un spectacle grotesque de décadence instantanée. Le couple qui était entré comme la royauté 2 heures plus tôt devait maintenant traverser le hall sous une pluie de flashs aveuglants de paparazzi qui, alertés par le scandale en ligne, encerclaient déjà l'entrée comme des vautours flairant la viande fraîche. Richard a essayé de couvrir son visage, mais il n'y avait aucun moyen de cacher la honte imprimée dans sa posture courbée. Le voiturier, le même qu'ils avaient ignoré à l'arrivée, a apporté la voiture de luxe, mais cette fois il n'a pas ouvert la porte. Il a simplement jeté les clés dans la paume moite de Richard avec un regard de dédain non dissimulé. Le premier signe que le bouclier d'or qui les protégeait de la réalité s'était dissous. Le trajet de retour vers le manoir fut un enterrement en mouvement. Le silence dans la voiture était lourd, suffocant, brisé seulement par les sanglots hystériques de Vanessa, qui frottait sa robe de milliers de dollars comme si elle essayait de nettoyer la saleté de cette nuit. « Tu l'as provoqué !» a crié Richard soudainement, frappant le volant en cuir, essayant désespérément de transférer la culpabilité qui brûlait dans sa poitrine. « C'est toi qui lui as donné le vin !» Vanessa a crié en retour, le visage tordu par la haine. « Et toi, tu l'as jeté. Tu voulais être le grand homme. » Ils se dévoraient, comme des rats piégés dans une boîte qui coule, incapables de voir qu'ils avaient tous deux percé leur propre bateau. En arrivant chez eux, le manoir qui semblait auparavant un palais imprenable ressemblait maintenant à un mausolée froid et vide. Les lumières automatiques se sont allumées, éclairant des œuvres d'art et des meubles de design qui, soudainement, semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Et puis, les téléphones ont commencé à sonner. Pas les sonneries douces des messages de félicitations, mais le son strident et incessant des appels d'urgence. Il était 3 heures du matin quand l'avocat personnel de Richard a appelé. La voix rauque de sommeil et de panique, ils ont activé les clauses de remboursement anticipé, Richard. La banque a vu la vidéo. L'annulation du contrat de Jamal Rivers a déclenché un effet domino. Il gèle tout. Les comptes de l'entreprise, les comptes personnels, même les cartes de crédit corporatives. Richard a laissé tomber le téléphone sur le tapis perçant, sentant le sang quitter son visage. Il a couru vers l'ordinateur du bureau, tapant des mots de passe avec des doigts tremblants, seulement pour voir des écrans rouges, accès refusé, sur ses comptes aux îles Caïmans. Cette première nuit, le couple n'a pas dormi. Ils ont erré dans les couloirs de leur forteresse de verre, hantés par le fantôme d'un homme en costume bleu taché, réalisant avec terreur que la pauvreté n'arrivait pas demain. Elle était déjà assise dans le salon, attendant le lever du soleil. L'aube a apporté avec elle la débandade silencieuse de ceux qui soutenaient l'illusion de grandeur des Halles. Quand Richard est descendu à la cuisine, cherchant du café pour calmer ses nerfs en lambeaux, il n'a pas trouvé l'odeur du pain grillé frais, mais le vide. Les employés de maison, la gouvernante, le chauffeur, les femmes de chambre, ces invisibles qu'il traitait comme des meubles, partaient. Pas seulement pour le salaire qu'ils savaient ne pas venir, mais pour la dignité que la vidéo virale avait réveillée en eux. La gouvernante, une dame qui avait supporté les cris de Vanessa pendant 10 ans, a laissé son tablier parfaitement plié sur l'îlot en marbre, à côté d'un court mot « Nous aussi, nous avons de la fierté ». Ce fut un coup dévastateur. Sans l'équipe des coulisses, le manoir ne semblait qu'une coquille vide et froide. À la télévision allumée, le visage de Jamal Rivers était sur toutes les chaînes, acclamé par les commentateurs non comme une victime,
mais comme l'exécuteur moral de Wall Street, l'homme qui a eu le courage de punir le capital toxique. Pendant ce temps, le téléphone de Richard continuait de sonner, mais maintenant c'étaient des créanciers, vautours flairant la carcasse, exigeant la restitution des voitures, de la maison de plage et des œuvres d'art. À midi, la réalité financière a atteint le niveau du sol. Vanessa a essayé d'acheter des billets d'avion pour fuir en Europe, mais toutes ces cartes, de la Platinum à la Black, ont été refusées l'une après l'autre, avec le message humiliant de fonds insuffisants, clignotant sur l'écran de l'ordinateur portable comme une enseigne au néon de l'échec. Elle s'est effondrée sur le sol du dressing, entourée de sacs de marque qui ne valaient plus rien face à la fin de justice du marché. Regardant son mari qui avait vieilli d'une décennie en une nuit, elle a chuchoté la seule option qui restait, la plus douloureuse de toutes. Nous n'avons pas d'issue, Richard. L'orgueil ne paie pas l'hypothèque. Nous devons aller le voir. Nous devons ramper s'il le faut, ou nous perdrons même le toit au-dessus de nos têtes. L'arrogance était morte de faim ce matin-là. Ils se sont levés, ont mis des vêtements simples, une tentative pathétique de paraître humble, et sont montés dans la voiture. Le voyage jusqu'à l'adresse de Jamal ne s'est pas fait avec la vitesse des puissants, mais avec la lenteur des condamnés se dirigeant vers l'échafaud, sachant que le seul espoir de clémence était entre les mains de l'homme qu'ils avaient essayé de transformer en ordure. Ils ont garé la voiture, qui serait bientôt remorquée par la banque, devant l'adresse listée dans les dossiers confidentiels. Ils s'attendaient à trouver un penthouse tape à l'œil au centre, quelque chose qui reflèterait l'ego qu'ils possédaient eux-mêmes. Mais le GPS les a menés dans un quartier arboré et silencieux, où les maisons chuchotaient la richesse ancienne au lieu de la crier. La résidence de Jamal était élégante, sobre et intimidante de tranquillité, un sanctuaire protégé par des chaînes centenaires. Richard et Vanessa ont marché jusqu'à l'entrée les jambes lourdes, se sentant comme des lépreux frappant à la porte d'un temple. Quand la porte massive s'est ouverte, Jamal est apparu. Il ne portait pas de costume, mais une chemise en lin blanche, immaculée et parfaitement repassée, l'opposé visuel et moral du vêtement taché et humilié de la veille. Il les a observés sans surprise, sans haine et sans invitation, avec la sérénité d'un juge qui voit les accusés arriver pour la sentence inévitable. « Monsieur Rivers » a commencé Richard, la voix défaillante, essayant d'évoquer un charme corporatif qui s'était déjà évaporé. « Nous sommes venus personnellement. Nous avons besoin de parler. » Vanessa, incapable de maintenir la façade, a avancé d'un pas, les larmes brouillant son visage. « S'il vous plaît, c'était une erreur terrible. Nous ne savions pas que c'était vous. Nous pensions que c'était n'importe qui. » Jamal n'a pas reculé d'1 millimètre pour les laisser entrer. Son corps remplissait l'encadrement de la porte comme une muraille morale infranchissable. Il a croisé les bras, non avec colère, mais avec une déception fatiguée, comme un père voyant des enfants qui n'apprendront jamais. « Vous dites que vous ne saviez pas qui j'étais », a-t-il répondu, sa voix calme coupant l'air de l'après-midi comme une lame de soie. « Et c'est exactement là votre crime, pas votre défense. » Il a regardé profondément dans les yeux rouges de Vanessa, puis la posture vaincue de Richard démantelant leur dernier argument avec la précision d'un chirurgien. « Si j'étais vraiment un serveur ou un homme de ménage, ou juste un invité sans nom, l'humiliation d'hier aurait été acceptable pour vous. Le vin sur le costume serait drôle si la victime n'avait pas le pouvoir de vous détruire. » Le silence étourdi du couple fut la confession la plus forte qu'il pouvait offrir. Jamal a continué implacable. « Vous n'êtes pas ici parce que vous regrettez la cruauté. Vous êtes ici parce que vous ne supportez pas la conséquence. Vous pleurez pour l'argent perdu, pas pour la dignité blessée d'un autre être humain. Et je ne fais pas affaire avec ceux qui mesurent le respect au solde bancaire. Le caractère est la seule monnaie qui ne subit pas l'inflation. Et votre compte est à zéro depuis longtemps, a conclu Jamal, avec un ton de finalité qui a rendu l'air plus froid. L'argent, je peux le récupérer en un jour de marché. La confiance, cela prendrait une vie entière. Et franchement, je n'investis pas dans des actifs dépréciés. » D'un mouvement fluide et sans hésitation, la porte en chêne massif s'est refermée à leur nez. Il n'y a pas eu de cri, pas de négociation, juste le clic sec et mécanique du verrou, le son définitif d'un coffre se fermant pour toujours. Richard et Vanessa sont restés seuls sur le porche, isolés par le silence luxueux d'un quartier auquel ils n'appartenaient plus, fixant le bois verni qui les séparait du seul salut possible. Ils ont descendu les marches en trébuchant, non par le poids du corps, mais par le poids écrasant de la vérité. La vraie pauvreté
n'était pas le manque d'or qu'ils allaient pas bientôt sentir dans leur chair, mais la misère d'esprit qu'ils avaient portée toute leur vie et qui, finalement, avait réclamé son prix. Dans les mois suivants, le nom Hail Quantum est devenu juste un avertissement dans les manuels d'éthique des affaires. Le manoir a été vendu aux enchères pour des centimes pour payer les créanciers, et le couple a appris, dans l'amertume de l'anonymat, que l'invisibilité qu'ils méprisaient tant chez les autres était maintenant leur seul refuge. Pendant que les Hale disparaissaient dans le brouillard de l'oubli, Jamal Rivers a continué de marcher dans le monde, silencieux et puissant, investissant maintenant dans des entreprises dirigées par des gens qui servaient le café aux stagiaires et qui regardèrent les portiers dans les yeux. Il a prouvé que le vrai pouvoir n'a besoin ni de projecteurs ni d'humiliation pour briller. Il existe dans la quiétude de la compétence et dans la noblesse du respect. La justice a été faite non par l'épée de la vengeance, mais par la simple révélation de la vérité. L'univers a une manière implacable d'équilibrer la balance, et le géant arrogant tombe toujours devant la petite pierre qu'il a choisi de frapper. Que cette histoire serve de miroir pour nous tous qui marchons dans les salons de la vie. Ne jugez jamais le livre par la couverture, car l'auteur du destin adore écrire les plus grands retournements à la dernière page. Si cette leçon d'humilité et de justice a lavé votre âme, partagez cette vidéo maintenant avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la roue tourne. Abonnez-vous à la chaîne Tournant de la vie, car ici, le masque tombe toujours et la vérité prévaut toujours.